applaudissements, c'est merveilleux. Bon, mais je m'excuse de changer un peu l'horaire. Là. Je filais pas trop bien aujourd'hui, puis j'avais peur de ne pas pouvoir rester jusqu'à la fin. Fait qu'on m'a proposé de passer en premier. Puis j'ai malheureusement un peu basé ma présentation sur le fait que je serais en dernier. On est quand même les trois là, à parler d'autodétermination. Je me suis dit en troisième, je n'aurais pas besoin de revenir sur la question. Fait que ça se peut qu'il y ait des choses qui se clarifient après ma présentation, si jamais, je suis désolé. Donc, justement, le thème de l'autodétermination et les dilemmes entre la tension entre, d'un côté, la reconnaissance du droit et de la capacité de chaque personne à prendre ses propres décisions, et de l'autre part, les difficultés particulières que peuvent avoir des personnes à prendre des décisions libres et éclairées qui favorisent leur propre bien-être. Ces tensions-là ont été déjà abordées plus tôt tantôt, puis vont revenir, là, je pense, dans les présentations de mes collègues. Donc, je pars là, de ça. Dans ma présentation, je veux revenir rapidement sur les stratégies employées qui peuvent être employées par un intervenant pour résoudre ces dilemmes-là, en encadrant la personne qui l'accompagne dans l'exercice de sa liberté décisionnelle pour éviter qu'elle s'expose à des risques considérés trop importants. Et le cœur de ma présentation, c'est de mettre en discussion des enjeux autour du consentement aux services et aux soins, particulièrement dans les services qui sont prodigués à des personnes qui ont une capacité limitée à consentir aux services ou à prendre des décisions de manière libre et éclairée. Donc, rapidement, la méthodologie là, qui amène les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est tiré d'un projet de recherche ethnographique qui était mon projet de maîtrise. Donc, j'ai suivi un psychoéducateur spécialisé en déficience intellectuelle et en itinérance sur une période d'à peu près 1 an, et j'ai discuté avec lui des stratégies qu'il employait, des observations que je faisais pour faire émerger là, les enjeux que je vais vous présenter aujourd'hui. Je ne vais pas me concentrer spécifiquement sur la question de la déficience intellectuelle ou de l'itinérance. C'est le terrain que j'ai fait, mais je pense que les enjeux là, que je soulève en termes de consentement dépassent largement la question de l'itinérance ou de la déficience intellectuelle. Fait que, même si c'est mon terrain, là, je ne vais pas en parler particulièrement. Donc, en théorie, l'intervenant que j'ai suivi me disait mettre de l'avant l'autodétermination de la personne accompagnée et insistait sur l'importance de fonder ses interventions sur la reconnaissance de la validité de la perspective de la personne qui l'accompagne, malgré ses difficultés, et de la préséance de la perspective de la personne qui accompagne sur celle de l'intervenant pour déterminer les objectifs à suivre. Donc, dans ces mots, c'est les objectifs de la personne et non pas les miens qui guident l'intervention, parce que mes priorités, ce n'est pas nécessairement les mêmes que celles de la personne. En pratique, je ne pense pas vous apprendre grand-chose là-dessus. Cette approche-là est très compliquée à mettre en action, considérant qu'avec certaines personnes, l'autodétermination complète est un idéal qui est difficile à atteindre sans exacerber leur vulnérabilité. Laissées à elles-mêmes, certaines personnes ont tendance à faire des choix qui les mettent en danger de mort, qui exacerbent leurs problèmes de santé mentale, qui risquent de leur faire perdre leur logement ou de les placer dans des situations de vulnérabilité face à des personnes qui pourraient les exploiter. Non, je suis en retard. Voilà, OK, oui. Donc, dans un contexte comme celui-là, qui n'est évidemment pas avec toutes les personnes, mais qui arrive avec certaines, diverses stratégies peuvent être mises en place par l'intervenant. D'un côté, il peut utiliser le lien privilégié qu'il a avec la personne pour l'inciter à s'autodéterminer dans la bonne direction, entre guillemets. Dans ce contexte-là, l'intervenant peut capitaliser sur les insatisfactions et les désirs de changement de la personne qui l'accompagne par diverses stratégies qui l'amènent à faire une demande de service qui puisse à la fois répondre aux objectifs personnels de la personne et être arrimé aux objectifs d'intervention. Cette approche-là n'implique pas que l'intervenant ne soit pas respectueux de la perspective de la personne et de son droit à l'autodétermination. Idéalement, il amène la personne à choisir la direction à suivre selon lui et non pas la décision ou les démarches précises qui seraient à mettre en œuvre. Tant que la personne accompagnée et l'intervenant s'entendent sur la direction à suivre, il semble considérer qu'un chemin un peu plus sinueux peut seulement mener à des apprentissages supplémentaires, à un plus grand sentiment d'autodétermination et à une meilleure estime de soi. Dans certains cas de figure, par contre, l'intervenant arrive à court de levier d'intervention et se voit incapable d'amener la personne à s'autodéterminer dans la bonne direction et est placé devant d'importants enjeux éthiques et relationnels lorsque la personne accompagnée se met en danger et où il choisit de la protéger
en la considérant incapable de s'autodéterminer, que ce soit parce qu'elle ne saisit pas les conséquences de ses actes ou qu'elle manque de contrôle sur ses décisions, par exemple si elle est prise dans la dépendance ou qu'elle est exploitée par autrui. Dans ce cas-là, l'intervenant ne fait plus qu'appliquer des stratégies pour influencer la perspective de la personne qui l'accompagne, mais utilise le lien privilégié développé avec elle pour appliquer divers degrés de contrainte. Évidemment, cette posture-là soulève d'importants enjeux éthiques en termes de consentement au service, mais force est d'admettre que, dans certains cas, une application radicale des principes d'autodétermination impliquerait de soutenir la personne dans des décisions aux conséquences potentiellement désastreuses pour elle, et qu'en pratique, l'emploi de la contrainte peut concrètement éviter une importante dégradation de la qualité de vie d'une personne. Donc, que ce soit par des stratégies d'influence de la perspective de la personne accompagnée ou par l'emploi de la contrainte, l'intervention se situe forcément dans les zones grises du consentement au service et loin de se coller à la demande de la personne accompagnée, l'intervenant négocie la démarche à suivre et les services qui vont être prodigués. Il me semble important de questionner les enjeux de consentement, même à petite échelle, quand on parle d'influencer doucement la perspective d'une personne, puisque premièrement, dans le cadre de la pratique que j'ai étudiée, les personnes ont une grande vulnérabilité relationnelle face à l'intervenant, considérant qu'il est premièrement l'une des seules personnes avec qui elles partagent une relation de proximité et de confiance, et deuxièmement, parce que l'intervenant a le pouvoir de les soutenir dans des démarches qu'elles ne sont pas en mesure de faire sans lui. Il est aussi important de questionner les enjeux de consentement, considérant qu'il est facile d'agir, consciemment ou non, sans le consentement des personnes catégorisées comme ayant une déficience intellectuelle, puisqu'elles ont rarement le réflexe de résister en cas d'abus relationnel. Là, je dis déficience intellectuelle, mais ça peut s'appliquer à d'autres personnes vulnérables aussi. Donc, deux éléments principaux pour moi font que l'enjeu du consentement et service est omniprésent dans la pratique de l'intervenant que j'ai suivi. Premièrement, la volonté de la personne est rarement limpide. Et deuxièmement, son consentement au service est inévitablement partiel. Je vais développer un peu ces deux éléments-là. Donc, tout d'abord, il est complexe pour l'intervenant d'interpréter la volonté de la personne accompagnée, à la fois parce que plusieurs personnes ont une manière de communiquer qui leur est propre, qui est des fois difficile à déchiffrer, et parce qu'elles expriment des besoins sous-entendus ou inconscients, notamment d'ordre relationnel ou psychologique. La volonté de la personne accompagnée est aussi difficile à saisir dans les cas où ses désirs à court terme s'opposent à ses objectifs à long terme. Pour prendre un exemple concret, quelle volonté est-ce que l'intervenant devrait respecter lorsqu'une personne affirme clairement et à plusieurs reprises son souhait de cesser de s'impliquer dans le travail du sexe, mais qu'elle continue de s'y investir pour financer une consommation de drogue qu'elle ne souhaite pas remettre en question? Du côté du consentement partiel, je considère que le consentement au service est inévitablement partiel dans le cadre de la pratique que j'ai étudiée, considérant les difficultés des personnes accompagnées et la dynamique de la relation de service. Donc, par exemple, on peut se demander dans quelle mesure est-ce qu'une personne peut consentir de manière libre à des services quand elle ne peut que choisir parmi les démarches que l'intervenant va accepter de soutenir et qu'elle n'est pas en mesure de mobiliser elle-même les ressources pour atteindre ses objectifs. On peut aussi se demander dans quelle mesure est-ce qu'une personne peut consentir de manière éclairée au service quand elle ne saisit pas toutes les implications de ses décisions, notamment en termes de coûts d'option ou de conséquences potentielles, même lorsqu'on les lui explique. Et troisièmement, dans quelle mesure est-ce qu'une personne peut consentir de manière continue au service quand elle peine à se souvenir d'une rencontre à l'autre, des ententes qui ont été convenues et de la planification des démarches et des finalités qui sont derrière ça. Donc, dans ce contexte-là, les difficultés à fournir un consentement libre, éclairé et continu entravent la capacité d'autodétermination de la personne et l'intervenant prend inévitablement certaines décisions, partiellement à son insu ou à sa place, si ce n'est que parce que la personne ne saisit pas complètement les implications de ce qu'on lui propose. Questionner l'intervenant au cours de la recherche m'a aussi amené à concevoir un quatrième critère d'aptitude à l'autodétermination, soit celui de l'aptitude à mettre en œuvre ses propres décisions. Pour reprendre l'exemple des problèmes de consommation de drogue, une personne peut reconnaître certaines conséquences négatives de sa consommation sur sa vie, sans nécessairement considérer avoir une dépendance, et elle peut souhaiter réduire ou cesser sa consommation, mais en être incapable. Donc, l'intervenant dans cette situation-là, en constatant
la récurrence de la situation, de la difficulté à la personne à réduire ou cesser sa consommation malgré sa volonté, au fil des mois ou des années, peut en venir à considérer que la personne est incapable de mettre en œuvre de manière libre son souhait de cesser de consommer. Concrètement, dans cette situation-là, l'emploi de la contrainte ne brimerait pas la liberté décisionnelle de la personne puisqu'elle serait présentement incapable de s'autodéterminer en constante réaction face à ses problèmes de dépendance. L'intervenant m'a néanmoins rappelé à plusieurs reprises qu'il est crucial d'employer la contrainte avec respect, paradoxalement. C'est-à-dire qu'il faut rester attentif aux besoins de la personne et à ce qu'elle exprime, qu'il faut discuter de la situation avec elle, l'avertir à l'avance des mesures qui vont être prises et des raisons qui sous-tendent ces mesures-là. En se montrant ouvert à la perspective de la personne, même lorsqu'il emploie des mesures coercitives, l'intervenant m'a paru jouer le rôle d'un mentor amical ou paternel qui peut parfois imposer sa lecture de la situation sans être perçu comme contrôlant, infantilisant ou sourd à la perspective de la personne. Dans l'application, j'ai observé avec plusieurs personnes qu'elles ne se sont effectivement pas senties trahies par leur intervenant parce qu'elles semblaient reconnaître leurs difficultés de prise de recul et surtout parce qu'elles avaient confiance en le jugement de l'intervenant et en ses intentions de le guider avec leur bien-être en tête. Entre alors en jeu ce que je conçois comme un consentement relationnel, c'est-à-dire qu'une personne accompagnée par l'intervenant peut consentir à ne pas comprendre toutes les implications de ses démarches et même consentir à ce que l'intervenant agisse à son insu ou contre sa volonté, puisqu'elle a établi une relation de confiance avec lui et qu'elle croit en sa capacité de suggérer ou d'imposer des décisions qu'elle considère plus éclairées pour favoriser son bien-être. Je rappelle encore ici qu'on parle de certaines personnes dans certains contextes, une fois que la difficulté à prendre des décisions a été établie. Et étant donné le temps que j'ai pas d'habitude, je fais des mises en situation, etc. Je n'ai pas trop le temps, mais je trouve ça important de le rappeler là, que je ne parle pas de toutes les situations d'intervention, on est dans des cas spécifiques et assez exceptionnels. Bref, non, je ne suis pas tout de suite là. Oui? Non? Non, pas tout de suite. Bref, la réalité d'intervention est complexe et considérant les difficultés concrètes de certaines personnes accompagnées, l'autodétermination complète peut être un idéal qui va parfois à l'encontre de leur bien-être. Dans ce contexte-là, il semble inévitable de parfois s'inscrire dans des interventions où la perspective et la volonté de la personne sont subordonnées à celles de l'intervenant ou de l'intervenante, parfois paradoxalement afin de préserver ou de développer leur pouvoir d'autodétermination. Donc, j'aimerais terminer en soulevant quelques enjeux et questionnements en lien avec le consentement au service et le respect de la liberté décisionnelle. Donc, dans l'intervention auprès de personnes qui ont de la difficulté à consentir au service ou à prendre des décisions qui favorisent leur propre bien-être, jusqu'où est-ce que l'autodétermination doit être valorisée? À quel moment est-ce que laisser une personne décider et agir par elle-même revient à l'abandonner à l'effritement de sa qualité de vie, au fil de décisions qui peuvent être influencées par des problèmes de dépendance ou de santé mentale, ou encore par des difficultés à entrevoir les conséquences négatives de ces actes? Répondre à ces questions-là me semble extrêmement délicat, parce que l'emploi de la contrainte dans l'intervention me semble mettre en exergue une dynamique sociale où les personnes sont non seulement considérées en droit, mais aussi et surtout responsables de s'autodéterminer de manière à réussir socialement. Un contexte où les personnes sont souvent considérées inaptes à prendre des décisions pour elles-mêmes lorsqu'elles divergent des attentes sociales en s'autodéterminant dans une mauvaise direction. Le soutien qu'on leur offre à ce moment-là prend ensuite régulièrement la forme d'une restriction de leur libre choix, afin de s'assurer qu'elles prennent désormais des bonnes décisions. Donc, dans ce cas-ci, un droit de regard de l'intervenant sur les projets qu'il décide de soutenir, mais on peut aussi penser aux conditions de probation pour les personnes judiciarisées ou aux démarches obligatoires vers l'emploi pour les personnes sur l'aide sociale. Dans cette optique-là, ces différentes formes de soutien institutionnel peuvent se révéler être des outils de renforcement des normes sociales qui ne s'attaquent pas aux conditions qui ont favorisé la prise de mauvaises décisions par les personnes. 2 questionnements supplémentaires découlent de ces considérations-là. Le premier, c'est qu'il est important
il est important de se demander comment s'assurer que les limitations de l'autodétermination d'une personne aient comme effet de la protéger plutôt que de lui imposer des contraintes normatives. Par exemple, en lui imposant une prise de décision qu'on considérerait rationnelle, sous peine d'être considéré inapte à évaluer convenablement sa situation. Il me paraît impératif pour les intervenants et les intervenantes d'investiguer ces zones grises-là, considérant que à la fois l'action et la passivité soulèvent des dilemmes éthiques. Deuxième questionnement qui découle du premier que j'ai posé, il est très complexe de déterminer le potentiel d'autodétermination des personnes défavorisées. Tout au long de ma recherche, les difficultés des personnes qui étaient accompagnées par l'intervenant à prendre des décisions qui favorisaient leur propre bien-être m'ont clairement paru exacerbées, voire parfois induites par leur possibilité de choix limité, considérant leur manque de ressources et de soutien social. Il me semble ainsi crucial de se demander comment est-ce qu'il serait possible d'assurer à chacun et chacune les conditions nécessaires pour pouvoir prétendre à des conditions de vie décentes avant de juger certaines personnes incapables de s'autodéterminer dans la bonne direction. Cet enjeu-là est d'autant plus important que l'intervention sociale se concentre généralement pragmatiquement sur le pouvoir d'action individuelle et incite peu à se mobiliser collectivement pour obtenir des gains qui pourraient permettre de réduire les inégalités systémiques qui affectent les populations qui sont ciblées par l'intervention sociale. Je vois personnellement difficilement comment traiter cet enjeu-là dans le cadre de l'intervention un à un, mais ça reste un malaise persistant parce que si cette question-là n'est pas traitée, les intervenants risquent encore une fois de se limiter à un rôle d'agent normatif plutôt que de soutien au développement personnel. Je soulèverai 2 considérations supplémentaires par rapport à l'évaluation de l'inaptitude à consentir au service ou à s'autodéterminer. Le premier, c'est considérant que l'intervenant ou l'intervenante ne peut jamais avoir qu'un portrait partiel de la situation d'une personne et qu'on court toujours le risque de déterminer les limites et le potentiel de développement de la personne lorsqu'on croit lui éviter des échecs qui seraient non constructifs. Comment est-ce qu'il serait possible d'évaluer l'importance d'agir à l'encontre de la volonté d'une personne jugée inapte dans une situation donnée? Deuxièmement, considérant qu'il est très difficile d'évaluer à quel point une personne est en mesure de comprendre les décisions et de prendre des décisions éclairées par rapport à sa situation et de les mettre en œuvre, à partir de quels critères et comment est-ce qu'il serait possible de déterminer l'inaptitude d'une personne à prendre elle-même une décision qui la concerne? Et finalement, mon dernier questionnement, un peu plus large, à quel niveau est-ce que devrait se faire la réflexion par rapport à l'ensemble de ces questions-là? Est-ce qu'il faudrait standardiser au niveau national ou local par des normes institutionnelles ou juridiques? Ou est-ce qu'à l'inverse, est-ce qu'il vaudrait mieux décentraliser ces décisions-là, les laisser aux régions, aux CLSC, voire à chaque équipe d'intervention pour évaluer l'approche à adopter en fonction des besoins et des particularités locales? Donc, j'ai fini ici. Est-ce que j'ai un 2 minutes? Si j'ai un 2 minutes, parfait, je vais le prendre. Parce qu'on me pose souvent des questions. Ah, bien, que réponds-tu, toi, à ça? Ah. Fait que je vais le faire tout de suite au cas où je ne puisse pas rester jusqu'à la période de questions. Donc, à partir de l'intervention que j'ai personnellement suivie, j'ai quelques éléments là, qui m'ont paru favoriser la réflexivité de l'intervenant, une approche critique par rapport à ça, et qui permet l'emploi de l'influence ou de la contrainte là, avec les personnes. Donc, tout d'abord, le plus important, je vais surprendre personne, l'établissement d'un lien de confiance à long terme avec la personne. Mais pas seulement pour pouvoir préserver ce lien-là, mais aussi parce que, concrètement, ça permet d'avoir une compréhension suffisante de la personne pour bien évaluer ses capacités, ses difficultés et les ressources qui peuvent être à sa disposition. Et le cas échéant, le lien de confiance permet aussi d'appliquer la contrainte de manière progressive, sur le long terme, de manière respectueuse et adaptée à la personne sans perdre sa confiance. Donc, pour moi, le consentement relationnel que j'ai évoqué est difficilement dissociable du lien de confiance qui est établi avec une personne. Deuxième élément, les espaces de réflexivité en équipe, qu'ils soient multidisciplinaires ou non, me semble permettre d'avoir une réflexivité critique qui est très importante et qui permettent une prise de recul, la recherche de solutions alternatives
qui soit adapté à la personne et qui reste toujours le moins coercitive possible. Donc, je sais qu'on est dans un contexte institutionnel où les réunions d'équipe prennent souvent le bord, mais c'est un élément que je considère extrêmement important pour ça, qui permet aussi à l'intervenant de sortir de ses frustrations personnelles par rapport à un cas, d'en discuter, etc. Et d'employer la contrainte seulement lorsque nécessaire. Évidemment, aussi dans le même sens, la coordination interprofessionnelle paraît cruciale pour élaborer et appliquer un plan d'intervention qui soit cohérent et qui évite que la personne soit écartelée entre des attentes divergentes entre diverses équipes ou institutions. Un autre élément qui me paraît favoriser la réflexivité critique de l'intervenant, c'est d'avoir une grande latitude d'intervention, d'avoir des mandats flexibles qui lui permettent d'investiguer les zones grises éthiques et relationnelles, notamment pour s'investir dans des espaces où le consentement n'est pas nécessairement acquis. Quand on fait de l'outreach, par exemple, où la personne ne souhaite pas avoir de lien d'intervention, mais où pour qu'elle accepte d'en avoir, d'avoir un intervenant, il faut toujours bien que quelqu'un aille la voir avant qu'elle désire voir un intervenant. Donc, voilà. Et la flexibilité d'intervention permet aussi d'adapter les services aux demandes de la personne, de permettre une créativité, un bricolage quotidien pour que l'intervenant puisse s'adapter aux besoins de la personne. Et je m'arrête là-dessus, j'ai terminé, fait que ça tombe bien. Merci. Merci.